Ce soir, on va essayer d'aborder un petit peu le marché de l'immobilier sur Périgueux et la Dordogne. Ensuite, on aura une grosse partie sur la fiscalité, qui est souvent un point sur lequel on a beaucoup de questions en agence et puis bien sûr dans les cabinets comptables. Donc, on parlera du régime réel, du régime du microfoncier, de la SCI uniquement à l'impôt sur société, puisque le but c'est de parler de fiscalité, pas de famille ou de transmission. Du statut particulier qui est de plus en plus à la vogue, du loueur meublé non professionnel, du tout nouveau dispositif donc, qui s'appelle le De Normandie, qui permet d'investir dans l'immobilier tout en défiscalisant. Et puis on vous donnera un petit résumé de tout ça. Voilà. Pour les questions, vous êtes nombreux, on vous propose de faire plutôt un échange de questions-réponses en fin de réunion pour essayer de ne pas trop couper le fil et de vous garder 3 heures, si ça vous va bien. Au niveau du marché immobilier, on est parti sur le national pour vous présenter. Le marché immobilier en France, il va vraiment très bien. Très bien. Certains pensent qu'on est encore un peu dans la crise, mais pour vous donner un ordre d'idée, parce que je sais que les chiffres sont petits pour ceux qui sont faux, en 2006, avant la crise venue outre-Atlantique, il se faisait 837 000 transactions en France, et en 2018, il s'en est fait 970 000. 15% d'augmentation de l'année record d'avant-crise. Chez Orpi particulièrement, puisque je n'ai pas les chiffres nationaux 2019, on est sur le premier trimestre encore à plus 12% de progression. Donc le marché immobilier est vraiment très dynamique. Depuis 2016-2017, il y a une progression vraiment très importante. Pour ce qui nous concerne ce soir, concernant le locatif, le marché du locatif, les chiffres nationaux, ils sont... Personne n'est d'accord, on va dire, mais donc je parle pour ceux qu'on analyse chez Orpi. Un peu plus d'une vente sur 5 est fait aujourd'hui pour l'investissement locatif. C'est colossal, pour vous donner une idée, on était à peu près à 12%, 14% sur des années à peu près classiques. Donc on a vraiment beaucoup d'investisseurs maintenant en agence. Principalement, on a des taux d'intérêt qui sont très faibles. Je vous ferai un petit aparté, une petite présentation après. Aujourd'hui, clairement, on est inférieur à l'inflation, ce qui veut dire qu'on s'enrichit en empruntant plus qu'en épargnant finalement. Et je pense que ça booste ça. On constate 2 types d'investisseurs. Les investisseurs qu'on appelle un petit peu aguerris, qui ont beaucoup de patrimoine, qui multiplient les transactions, qui ont aujourd'hui un beau patrimoine immobilier. Eux, ils nous disent clairement, la pierre, c'est une valeur refuge. Je veux investir là-dedans, je veux m'endetter, je veux emprunter au maximum pour faire monter mon patrimoine, j'en profite d'avoir des taux très bas. Et puis, on a les primo-investisseurs, alors peut-être dans la salle, des gens qui ont commencé, qui ont acheté un bien, un studio, qu'importe, qui ont commencé à faire un premier achat. Ça, on en a de plus en plus et de plus en plus jeunes. Il n'est pas rare d'avoir des gens à 25 ans qui achètent leur premier studio, leur premier T2 en investissement locatif, qui nous disent j'aurai pas de retraite si je commence pas, mais je suis un petit peu inquiet. Donc ça, c'est pour moi ce qui nous fait autant augmenter le marché du locatif de manière assez importante. Les primo-investisseurs, c'est aussi le but de notre information fiscale ce soir. On voit que souvent les gens s'arrêtent en cours de route. Ça ne parle pas de l'IFI, trop d'impôts à la fortune, mais j'ai commencé, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3 appartements, mais je suis puni par la fiscalité. Certains d'entre vous connaissent peut-être, entre la CSG et l'impôt sur le revenu. Ça peut vite devenir confiscatoire, surtout quand on a un emprunt. On paye son emprunt, on paye la fiscalité sur l'argent qu'on n'a pas, et ça peut peut-être se corriger en achetant un petit peu différemment que le schéma classique. Ça va être la présentation de M. Schlacon tout à l'heure. Je vous fais la petite présentation des taux qu'on a pris sur un site un peu connu qui s'appelle Meilleur Taux, qui toutes les semaines met à jour les taux nationaux. Donc on voit que grosso modo, on emprunte aujourd'hui l'argent entre 0,8 et 1,40, 1,50, c'est-à-dire des taux extrêmement faibles, sachant que la clientèle d'investisseurs est en règle générale quand même une clientèle qui a un peu de revenus ou déjà du patrimoine, on arrive assez facilement à aller vers des taux très bons à excellents. Voilà, ce que je voulais dire en préambule, c'est inférieur à l'inflation aujourd'hui, l'argent coûte moins cher que l'augmentation du coût de la vie. Donc,
Voilà pour cette partie ici. Ce soir, notre thème de la réunion, c'est comment réussir son investissement. Alors, je n'ai pas de réponse toute faite, on en parlera en conclusion de ça, parce que chaque cas peut être différent. Mais les trois questions que j'ai en agence, la première, c'est que faut-il acheter? Ça, c'est systématique. Que faut-il acheter? Alors, ce soir, je vais juste vous donner mon point de vue en tant que professionnel de ce qu'on rencontre au quotidien. Des petites surfaces, je dirais attention à Périgueux ou l'approche couronne. Il y a de plus en plus de primo-investisseurs, comme je vous l'ai dit. Quand on achète, souvent on a tendance à acheter un studio, un T1 pour démarrer sans prendre trop de risques financiers. Et on se retrouve des fois avec une offre supérieure à la demande. Il peut y avoir certains mois à Périgueux entre 3 et 400 studios T1 vacants disponibles à la location. Je ne parle pas dans l'agence, je parle sur le marché de Périgueux, c'est beaucoup. Et on est dans un marché concurrentiel et vous savez que l'offre et la demande, c'est ce qui fait la réussite d'un investissement. Donc la petite surface, mon conseil, ce serait pourquoi pas, mais sur quelque chose de plutôt propre, plutôt bien situé, et à réfléchir sur le meublé. Le meublé, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde encore qui se sont mis sur le meublé, malgré une fiscalité que nous présentera tout à l'heure M. Schnapper très avantageuse. Le meublé propre, moderne, on a de la demande et on arrive à relouer assez facilement aujourd'hui. Les appartements un peu plus grands, T3, T4, à ce jour, ils sont assez boudés par les investisseurs parce que la rentabilité n'est pas la plus sexy. On peut avoir sur le papier du 8, du 10% sur la petite surface et puis on va avoir du 6, du 7 sur une plus grosse surface. Alors, vous avez tendance un peu à les bouder. Et pourtant, quand on a un T3 propre, on est harcelé de demandes pour le louer. Donc cette surface-là, le T3, ce que l'on dit quand même nous en agence, c'est qu'on a peu de turnover, moins de turnover, et très peu de vacances locatives. Donc si on regarde sur le papier la rentabilité brute promise par les petites surfaces et qui tournent souvent, qui peuvent être vacantes, des fois un mois, 2 mois, et qu'on regarde la rentabilité réellement nette, mais finalement les surfaces intermédiaires ne sont pas si inintéressantes que ça. Les maisons individuelles, là, c'est vraiment un vrai problème. On a énormément de demandes et très peu d'offres. Très peu d'offres. Donc, ceux qui ont des maisons à louer, si elles sont propres, il faut toujours être au bout du jour. Pour avoir un bon locataire, je pense qu'il faut avoir un bon produit, c'est une vérité, c'est certain. Mais les maisons individuelles, on a, pour ainsi dire, presque zéro vacances. Et un turnover qui est 2 à 3 fois inférieur à des petites surfaces. La maison individuelle, on en parlera tout à l'heure si vous le souhaitez, mais le dispositif de Normandie, qui va être un dispositif fiscal, s'adapte parfaitement bien à la maison individuelle et peut rendre une rentabilité qui n'est pas magnifique au départ, plutôt intéressante par le jeu de l'avantage fiscal. Pour les immeubles de rapport, on a un problème, c'est qu'on n'en a pas assez. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'investisseurs. On pourrait en rentrer 10 par semaine pour les vendeurs. Il y a énormément de demandes sur l'investissement et c'est aujourd'hui des bons produits. Les gens viennent de Bordeaux d'une manière très importante pour acheter des immeubles. On arrive à avoir des rapports de 8 à 10, 11, certains me disent 12, moi je n'ai pas vu, % brut. C'est vraiment un très bon produit d'investissement, mais je mettrai un bémol quand même à réserver à une clientèle qui a des réserves de trésorerie. Je vois des jeunes investisseurs acheter des immeubles avec 4 appartements, des petites surfaces. Attention, pensez bien que quand vous êtes propriétaire d'un immeuble, il n'y a pas de propriété, il n'y a rien de tout ça. Tout l'entretien, c'est vous. Donc on peut refaire beaucoup de travaux dans les communs, dans les façades, dans les toitures. Et ça nécessite quand même d'avoir les reins un peu solides pour pouvoir entretenir son patrimoine. Il ne suffit pas que le loyer couvre l'emprunt. Il faut bien penser qu'il peut y avoir des dépenses annexes. Concernant les locaux commerciaux, il y a 2 types de locaux commerciaux. Il y a les locaux de centre-ville, sur lesquels, très franchement, il y a très peu de mutations, même les lots vides. Les propriétaires aujourd'hui s'accrochent à des loyers un peu surréalistes.
mais les cèdent pas beaucoup. Et ils préfèrent les avoir vacants que les céder ou de baisser les loyers. Mais il y a des offres aussi commerciales ou industrielles en périphérie, pour acheter des hangars, des choses comme ça. C'est d'excellents rapports locatifs, c'est quasiment dans ces investissements-là qu'on a les meilleurs rapports locatifs. Avec une mise en garde de ma part, c'est que ça peut être très très ennuyeux en cas d'insolvabilité, de dépôt de bilan, pour en parler, du locataire. Ça peut être une procédure qui peut être très longue avant de récupérer ses clés et de pouvoir le relouer. Donc on peut rester vacant sans loyer pendant de longs mois. Et aussi, en cas de départ, souvent les gens sont là quand même assez longtemps, mais en cas de départ du locataire, on voit qu'il y a quand même souvent des délais pour retrouver aussi un nouveau locataire. Et enfin, un investissement que peu de personnes ne parlent, en tout cas je n'en entends pas parler énormément, c'est les garages et les places de parking. C'est des produits d'investissement qui permettent à presque n'importe qui d'investir. Et aujourd'hui, quand vous mettez 23 000 € le plafond sur votre livret A, vous avez 0,2 cacahuètes d'intérêt. 23 000 €, vous avez aujourd'hui un garage, une place de parking qui vont vous représenter peut-être 1 200 € de loyer à l'année. Bien plus que les intérêts de votre livret. Voilà pour une petite analyse des différents produits locatifs. Deuxième question que vous me posez souvent, comment faut-il acheter? Est-ce qu'il faut faire une SCI, etc. Je ne vais pas vous y répondre tout de suite, puisque M. Schnappler vous présentera la SCI, et on verra que effectivement la SCI n'a pas forcément d'intérêt si elle n'est pas à l'impôt sur société, il n'y a pas d'intérêt fiscal. Ça, autre point, c'est toujours mon analyse personnelle, où je vois les gens ne pas assez réfléchir à ces trois points-là de temps en temps. C'est quand on veut faire l'investissement, on entend sur la petite surface, ah ben je vais louer à des étudiants la période scolaire, et puis je vais faire du Airbnb l'été. C'est plutôt une très bonne idée pour faire beaucoup de rapports, mais est-ce que les gens pensent qu'ils vont devoir faire les draps, les machins, le ménage, tous les jours, tous les 3 jours, les entrées et les sorties, compter les fourchettes, le machin, gérer les avis internet, les réservations. Il faut bien penser quel temps je souhaite consacrer à mon projet. Dans quelle fiscalité je me trouve, je ne sais pas aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de révéler des secrets, mais souvent on peut dire aux gens quelle est votre tranche marginale d'imposition. Très honnêtement, même des investisseurs aguerris, 1 sur 2 ne savent pas répondre, et pourtant c'est très important parce que, en fonction de notre fiscalité, quelqu'un qui serait par exemple dans une tranche marginale d'imposition à 30%, quand il rajoute 1 € supplémentaire à son revenu, un revenu locatif, il va rendre 47 centimes à l'État en impôt s'il fait un achat pas bien préparé. Donc la fiscalité, ça va être le gros thème de la soirée, c'est pour moi une des clés de la réussite d'un investissement immobilier. Et ensuite, avez-vous, savez-vous, gérer des travaux? Parce que quand on veut faire grossir un petit peu son patrimoine, on a un entretien régulier de ce patrimoine, on a des travaux, ça c'est inéluctable. Et puis des fois, on a intérêt à acheter l'immeuble le plus pourri possible pour faire un maximum de travaux, et ça c'est aussi pour l'impact fiscal qui vous sera présenté tout à l'heure. Voilà pour un petit peu ma rapide analyse sur le marché et les points à prendre en compte quand on investit. Je laisse la parole à M. Schnappler qui va vous présenter toute la partie fiscale du coup. Oui, alors, sachant quand même que la fiscalité, contrairement à ce que vient de dire Romain, c'est quand même secondaire. Ce qui compte dans un investissement immobilier, c'est la qualité du bien. Encore, la fiscalité, c'est malheureusement un mal nécessaire, il faut essayer d'optimiser, mais c'est pas, on n'achète pas en fonction de la fiscalité, on achète en fonction du bien, et ensuite on essaye de trouver le meilleur schéma fiscal pour gérer son bien. Donc on a choisi de vous balayer là cet après-midi. Alors j'ai oublié de vous dire, vous aurez les supports de présentation, puisque normalement on est censé avoir votre adresse mail à tous. On vous enverra les supports de présentation, donc ce n'est pas forcément la peine de noter tout ce qu'on noter les points essentiels, mais les supports vous aurez dans votre boîte mail normalement à partir de demain. Donc les points en matière de fiscalité importants, c'est le principe de base de la location, c'est que vous avez le régime des revenus fonciers qui va s'appliquer aux locations d'immeubles ou d'appartements qui sont nus. Ça, c'est le point important. Mais lorsque vous êtes en location en meublé, vous avez un régime fiscal qui est différent et qu'on verra tout à l'heure.
Donc le régime fiscal des revenus fonciers est une des composantes de l'impôt sur le revenu, puisque vous savez que l'impôt sur le revenu, c'est la somme d'un certain nombre de revenus catégoriels, c'est votre salaire, c'est vos revenus capitaux immobiliers, c'est vos revenus fonciers quand vous avez de l'immobilier locatif, et tout ça forme votre base d'imposition sur lequel est appliqué ensuite le fameux barème qui donne lieu ensuite au taux marginal d'imposition que citait Romain à l'instant. En matière de revenus fonciers, il y a deux régimes fiscaux qui sont applicables. C'est le régime du micro-foncier et le deuxième régime qui est le régime du réel. Qu'est-ce qu'on appelle le revenu foncier? Vous allez voir, les slides sont assez lourds, hein, donc c'est pour ça que je vous ai dit, on vous a mis de la matière dans les slides, je ne traiterai pas forcément tous les points, j'insisterai sur les points les plus importants, et vous aurez dans les supports le détail, on est bien entendu à votre disposition pour toute question complémentaire. Donc le principe de base, c'est du micro-foncier. Tout ce qui est micro, c'est pour les petites entreprises ou les petits exploitants. Donc en l'occurrence, le micro-foncier, c'est 15 000 € de revenus locatifs par an. En deçà de ce seuil de 15 000 €, vous pouvez être au régime micro-foncier. Dès lors que vous dépassez ce seuil-là, vous êtes obligatoirement au réel. Par contre, lorsque vous êtes en dessous du seuil, vous pouvez vous poser la question de savoir si vous avez intérêt à être au régime micro ou au régime réel. Donc, en deçà de 15 000 € de revenus, vous avez le choix. Au-delà, vous ne l'avez pas, vous êtes automatiquement au revenu foncier réel. Le principal intérêt du micro-foncier, c'est d'abord sa simplicité. Vous déclarez vos loyers et c'est fini, vous avez un abattement forfaitaire de 30%. D'accord ? Qui dit abattement forfaitaire, c'est le même problème pour les micro-entreprises, c'est de dire l'abattement forfaitaire peut être intéressant, mais il peut être aussi défavorable. Donc, il est intéressant, l'abattement forfaitaire, lorsque vous avez peu de frais, par exemple, un appartement que vous avez depuis longtemps, sur lequel il y a peu de frais d'entretien, il n'y a plus d'intérêt d'emprunt, par exemple, et il n'y a pas de travaux à déduire. Dans ces cas-là, vous pouvez avoir un coût de gestion de votre appartement qui peut être inférieur à 30%, et dans ces cas-là, prendre l'abattement forfaitaire a un intérêt. Mais dès lors que vous avez des dépenses supérieures à 30%, le micro-foncier est, entre guillemets, pas forcément la bonne solution. On vous a donné un exemple ici, et je vais anticiper sur ce que je dirai tout à l'heure sur le réel. Un exemple sur lequel vous avez 12 000 €, alors on a forcément pris un exemple qui frappe, c'est le cas de figure où vous avez des travaux, d'accord ? Donc là, en l'occurrence, j'ai donné un exemple, vous avez à gauche, dans la colonne de gauche, les frais au réel, donc il peut y avoir des frais de gestion. Là, en l'occurrence, on a prévu une enveloppe de travaux, une remise en état importante des travaux importants, de l'entretien, de l'assurance, de la taxe foncière et des frais financiers. C'est les principales charges que l'on trouve lorsqu'on est en revenu foncier. D'accord ? Et donc, dans le premier cas, vous allez avoir 18 000 € de charges pour l'année où il y a les travaux, vous allez être en déficit. D'accord ? Si vous n'avez pas opté pour le régime micro-foncier, comme vous avez un abattement forfaitaire, vous vous retrouvez avec juste une charge déductible forfaitaire de 3 600 € et donc une base imposable positive de 8 400 €. Si vous aviez opté pour l'année où vous faites les travaux pour le régime du réel, vous auriez eu au contraire un déficit foncier dont l'une des particularités est jusqu'à hauteur de 10 700 € de pouvoir s'imputer sur le revenu global. La conséquence, c'est que dans le premier cas, vous avez 2 500 € d'impôt à payer plus CSG CRDS, et dans le deuxième cas, vous allez avoir une économie d'impôt. Alors là, je suis parti dans l'exemple d'un taux marginal d'imposition, PLI, c'est le taux marginal d'imposition. Un taux marginal d'imposition à 30%. Dans le deuxième cas, vous allez déduire vos 6 720 € des autres revenus, et donc, moyennant quoi, vous allez diminuer votre base imposable, et donc vous allez faire une économie d'impôt de 2016 €. Vous voyez, simplement, juste l'option de se poser la question, il y a un écart de 5 000 € sur cette année-là, donc ça vaut la peine de se poser la question. Voilà. Donc, régime micro, régime hyper simple sur le plan déclaratif, par contre, qui peut être dans certains cas pénalisant, il faut bien l'avoir en tête, et un plafond de revenus de 15 000 €. Dès lors que vous dépassez le seuil de 15 000 €, vous êtes forcément dans le régime réel. Voilà. Et donc, c'est un régime qui permet de déduire toutes les charges et un certain nombre de travaux afin de calculer le revenu foncier net imposable. D'accord ? Donc, je vous ai listé un certain nombre de charges et de travaux déductibles. Donc, ce qui est déductible, c'est la taxe foncière. Donc, je vous rappelle que lorsque c'est un bail commercial, vous avez la possibilité de répercuter la taxe foncière à votre locataire, dès lors que c'est indiqué dans le bail. Par contre, si c'est un bail d'habitation, la taxe foncière est automatiquement à la charge du propriétaire. Pas les ordures ménagères, mais la taxe foncière est à la charge du propriétaire. Vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt, et puisqu'on oublie aussi parfois
les honoraires et frais de dossier liés au prêt, c'est-à-dire l'année où vous souscrivez l'emprunt, par exemple l'année d'acquisition, le notaire qui vous fait l'acte, en fait, fait 2 contrats, parfois c'est le même, il vous envoie 2 factures, une facture pour les honoraires de rédaction d'acte, ou l'acte d'acquisition, et la deuxième facture, c'est le contrat de prêt, puisque c'est un prêt hypothécaire, c'est forcément un acte notarié, et donc le contrat, les honoraires de rédaction de l'acte de prêt hypothécaire sont une charge déductible des revenus fonciers. Les assurances diverses, donc propriétaire non occupant, ça c'est l'assurance que vous avez en tant que propriétaire. L'assurance en couverture de prêt, c'est-à-dire l'assurance décès invalidité que la banque vous demande de souscrire est une charge déductible puisque c'est considéré comme étant un annexe des intérêts d'emprunt. Et puis l'assurance garantie loyer impayé, si vous l'avez souscrite, sont des charges déductibles. Les frais de gestion, notamment quand vous déléguez la gestion à une agence immobilière, les frais de gestion de l'agence que vous facture l'agence sont déductibles, ainsi que les frais de procédure. Par contre, en ce qui concerne les travaux, là c'est un petit peu plus compliqué puisque certains travaux sont déductibles et d'autres ne le sont pas. Notamment, ne sont pas déductibles les travaux liés à des agrandissements. Si vous avez fait des travaux d'amélioration qui entraînent un agrandissement de la surface, ce sont des travaux qui ne sont pas déductibles et le régime en plus est différent selon que c'est des locaux commerciaux ou des locaux d'habitation. Ça, c'est un point qui est un petit peu compliqué ou sur lequel, lorsqu'on a des projets de travaux, il faut vraiment se poser la question. Il y a là une doctrine fiscale qui précise ce qui est déductible et ce qui n'est pas déductible. Et donc, il faut vraiment regarder dans quelle configuration on se pose. On est pour savoir à l'avance si les travaux vont être déductibles ou pas. Parce que vous pouvez dire, je fais des travaux, je vais les déduire, sauf que certains travaux ne sont pas forcément déductibles. D'accord ? Et puis, certains régimes spécifiques dont vous avez peut-être entendu parler, le PSO, le revient, le bordeaux, le baissant, permettent d'avoir un amortissement du bien qui est déductible. Toutes ces charges sont des charges qu'on va déduire du revenu fiscal. Par contre, ne sont pas déductibles, je viens de dire, les frais d'acquisition d'immeubles, donc les honoraires de rédaction d'acte, les honoraires de rédaction du contrat de prêt sont déductibles, les honoraires de rédaction d'acte ne sont pas déductibles. De même que ne sont pas déductibles aussi les droits d'enregistrement. Quand on parle des frais de notaire, en fait, les frais de notaire, ce n'est pas la rémunération du notaire. La principale personne que vous rémunérez quand vous achetez un bien et que vous facturez des frais de notaire, c'est l'État, puisque c'est les droits d'enregistrement qui représentent, grosso modo, les 2 tiers de ce qu'on appelle les frais de notaire. Donc ces droits d'enregistrement ne sont pas déductibles, comme n'est pas déductible la commission d'agence que vous versez lorsque vous faites l'acquisition de biens. Les dépenses d'amélioration ne sont déductibles que lorsqu'il s'agit d'immeubles professionnels et commerciaux, sauf les cas où vous faites des aménagements ou des améliorations qui ont pour vocation soit à faciliter l'accueil des handicapés, soit des travaux de désavantage. Et ne sont pas déductibles, donc travaux de construction, reconstruction et agrandissement. Donc là, comme je vous ai dit, le BOFIP, le bulletin de l'administration fiscale, et la jurisprudence sont pleins de cas précis sur lesquels on peut savoir grâce à ça si les travaux sont déductibles ou pas. Sont déductibles au réel donc les rémunérations des gardes et concierges, j'en ai plus beaucoup dans les maisons. Les rémunérations et commissions versées à des tiers, donc, notamment dans les agences, les frais de procédure, et sinon, vous avez royalement pour le reste, les frais de timbre, etc., un forfait de 20 € par an. Dépenses de réparation et d'entretien sont déductibles, et dépenses d'amélioration uniquement pour les immeubles d'habitation. Donc, comme je vous l'ai dit, il est important, avant de se lancer dans vos travaux, d'analyser la jurisprudence pour savoir dans quelle catégorie de travaux on est. Quel est la destination du bien, est-ce que je suis en habitation ou est-ce que je suis en local commercial, et quelle est la nature des travaux. C'est ce qui me permettra de savoir si les travaux que j'envisage sont des travaux déductibles ou pas déductibles. Ça va? Si vous êtes des propriétaires habituels, c'est des choses qui vous parlent, vous faites ça régulièrement, parce que vous venez de faire vos déclarations de revenus, c'est la période. Donc, bien entendu, les dépenses doivent être justifiées, donc vous devez avoir des factures à votre nom qui sont explicites et qui, si possible, excusez-moi pour la faute, il y a un S qui s'est rajouté en trop, indiquant le lieu des travaux. Ça, c'est important parce que moi, j'ai des soucis dans certains contrôles fiscaux sur lesquels le contrôleur fiscal nous a rejeté la déductibilité de la charge parce que la facture ne mentionnait pas les travaux et donc on ne savait pas, notamment, ils avaient tendance à considérer que les travaux étaient faits dans le domicile personnel du propriétaire et non pas dans des appartements locatifs. Évidemment, ça ne se voit jamais, ça, les travaux de ce type-là. Bien entendu. Toute allusion à des personnages existants qui n'ont existé serait bien entendu forte. Avec les factures, on peut faire un autre chose, mais il faut en avoir, c'est important. Je vous rappelle que si vous faites du travail au noir, bien entendu, vous ne déduisez pas sur le plan fiscal et vous n'êtes pas assuré. Hein. Si l'entrepreneur fait n'importe quoi, vous allez au faire beaucoup contre lui. Voilà. Il faut le savoir.
Donc, principal inconvénient, et ça c'est important parce que Romain l'a rapidement évoqué tout à l'heure, le principal inconvénient du régime réel qui dégage un revenu imposable, taxable au taux marginal d'imposition et à la CSG-CRDS. Le problème qu'on a aujourd'hui en revenu foncier, c'est à la fois ce problème de taux marginal d'imposition et de CSG-CRDS qui, comme vous le savez, a beaucoup monté ces dernières années. Depuis qu'elle a été créée, la CSG-CRDS, elle passe son temps à monter, donc on est aujourd'hui à 17,2%. Et donc, c'est un montant qui est extrêmement important. Et le problème qu'on a, notamment lorsqu'on fait du revenu foncier avec un financement par emprunt, c'est qu'on fait un plan de financement en s'assurant que le loyer couvre l'emprunt, on est content, sauf qu'à la fin de l'année, il y a une note qui vous arrive. Pourquoi? Parce que, notamment, vous avez noté, en revenu foncier, on ne déduit pas l'amortissement, donc un loyer génère forcément un revenu imposable positif, sauf les cas de travaux. Il n'y a que les travaux qui vous permettent de créer un déficit foncier, ou alors ça veut dire que vous avez vraiment un rendement locatif qui est très faible. Et donc, moyennant quoi, dès lors que vous avez un revenu foncier positif, ça s'ajoute à vos autres revenus, et c'est là où c'est fiscalisé au taux marginal d'imposition. Comme dans l'exemple que donnait Romain, vous êtes au taux marginal d'imposition de 30%, vous payez 30% d'impôt, plus 17,2% de CSG, et donc vous êtes à 47% sur le revenu foncier. D'accord ? Dans un investissement immobilier qui ne vous dégage pas forcément de trésorerie, puisque tout votre trésorerie par la banque. D'accord ? L'avantage qu'on avait donc on a toujours dans le revenu foncier, mais qui est nettement moins intéressant aujourd'hui, c'est l'exonération de plus-value. Mais je vous rappelle que depuis quelques années, le régime d'exonération de plus-value a été modifié, puisqu'on avait une exonération totale de 15 ans, et que cette exonération totale a été portée à 22 ans en matière de plus-value et 30 ans en matière de CSG-CRDS. Avec en plus une pénalisation qu'on oublie, que j'ai mis là, c'est à noter que les gros coefficients, les coefficients d'abattement sont progressifs pour la CSG-CRDS et que les gros coefficients, c'est-à-dire que l'abattement augmente le plus rapidement à partir de la 22e année. Donc le coefficient d'abattement, c'est 1,65% la première année, par année de détention, et il passe à 9% à compter de la 22e année, ce qui fait que, pour moi, personnellement, je trouve que l'exonération de plus-value, jouer l'exonération de plus-value, c'est pas forcément préjudicieux. Ça l'était quand on avait une durée d'abattement de 15 ans. Aujourd'hui, 22 ans ou 30 ans, ça fait quand même des durées qui sont extrêmement longues. Donc vous avez de fortes chances d'avoir une plus-value à payer parce que la probabilité que vous soyez certain de garder le bien pendant 30 ans, voilà, c'est quand même un pari sur une très longue durée. Donc pour moi, le régime des revenus fonciers devient de plus en plus compliqué, de plus en plus coûteux. Le deuxième avantage, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, c'est la possibilité d'imputer une partie des déficits fonciers sur le revenu global. Je l'avais volontairement mis dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure pour le revenu, le micro-foncier. C'est la possibilité en cas de déficit, alors les petites limites liées aux intérêts d'emprunt, le déficit foncier que vous avez, notamment si vous faites des travaux, peut être imputé sur votre revenu global, ça viendra en moins de votre base imposable, et donc viendra réduire votre fiscalité jusqu'à un plafond de 1 700 €. Si vous dépassez 1 700 €, le déficit qu'on a imputé s'imputera, c'est un peu compliqué, excusez-moi, mais c'est pas moi qui fais la loi, s'imputera sur vos revenus fonciers des 10 années qui suivent. D'accord ? Donc, l'année où on fait des travaux, beaucoup de travaux, on peut être en déficit, donc à hauteur de 10 700 €, on a une économie d'impôt sur le revenu, et ensuite, pour le reste, ça viendra gommer vos revenus fonciers positifs des années suivantes. D'accord ? Je vous rappelle aussi, parce que ça c'est important, c'est que les revenus fonciers se compensent immeuble par immeuble. C'est-à-dire qu'on a des investisseurs, par exemple, qui sont en revenus fonciers et qui, comme le disait Romain, achètent des ruines pour faire des travaux parce que sur l'immeuble qu'ils ont acheté, le résultat foncier négatif qu'ils vont avoir va venir gommer le revenu foncier positif qu'ils ont sur d'autres immeubles ou d'autres appartements. Donc ça, c'est une stratégie d'optimisation qui est de dire j'achète des immeubles, j'y fais des travaux, ça me permet de gommer mon revenu foncier, mais il ne faut pas oublier que l'année d'après, il n'y a plus de travaux et que l'immeuble produit des revenus. Donc l'immeuble dans lequel vous avez fait des travaux, lui, va venir compliquer votre schéma fiscal l'année d'après, puisqu'on va passer en positif. Alors, juste pour information, puisqu'on va parler tout à l'heure de la SCI. La SCI, c'est un régime fiscal, on en parlera de l'impôt sur les sociétés, mais c'est aussi un outil de gestion de patrimoine. Et on a l'un des leviers d'optimisation fiscale, je vous donne l'astuce,
Ça peut être aussi, si vous achetez un bien sur lequel il y a beaucoup de travaux, de créer une SCI, d'être à l'impôt sur le revenu les premières années, et ensuite, quand la SCI devient fiscalement positive, une fois que vous avez imputé tous vos déficits, là, vous optez à l'impôt sur les sociétés. D'accord? Donc, ça vous permet d'éviter d'avoir les avantages du revenu foncier au début de l'exploitation, et ensuite d'avoir les avantages de l'impôt sur les sociétés après. Voilà, voilà ce que j'avais à dire sur le revenu foncier. Des questions éventuellement au passage? On garde pour la fin? Moi, j'ai une petite question, je pense. L'histoire du maximum des 10 700 €, en fin de compte, alors imaginons que je fais 15 000 € de déficit. J'ai 15 000 €, hein, donc je passe 10 700 € cette année, je fais les 4 300 qui nous restent voilà, sur l'année d'après. Donc en fin de compte, en termes de déficit foncier, on est limité maintenant avec les 10 700 €. Il vaut mieux peut-être l'imputer sur le revenu global que le reporter dans le temps. Vous faites une économie d'impôt immédiate quand même. D'accord? Donc, après, c'est un problème de décaissement de trésorerie. Sur le plan global, c'est neutre, parce que vous allez déduire ces travaux-là. Sauf que l'intérêt que ça a, c'est que vous faites une économie d'impôt dès l'année où vous faites les travaux. Oui. Mais si par exemple je fais 150 000 € de travaux sur une année, je l'étale dans le temps. Quoi. Vous allez en ajouter 1 700 et le reste, les 140 000 qui vont vous rester, seront effectivement étalés sur les 10 années suivantes. Oui. Non, mais je veux dire, si c'était un gros achat immobilier avec, je sais pas, j'achète un immeuble à 200 000 et je fais 300 000 de travaux, avec les 10 700, ça limite. Ah oui, l'intérêt, il est limité à 10 700. Hein, oui. Pas non, mais avant, c'est un seuil qui est nouveau, les 10 700. Ça fait quelques années. C'est 10 700 de déficit. Hein. Si vous avez déjà 20 000 € de revenus, Oui. on fait 30 700. Oui, j'ai bien compris. Dans le cadre de la revente de l'immeuble, une fois que j'ai déduit mes travaux, donc j'ai fait mes travaux dans le revenu global, quel est le délai après? Il n'y a pas un délai de minimum pour vendre l'immeuble? Condition? Ah oui, il y a un délai on doit conserver l'immeuble, sauf erreur de ma part, pendant 3 ans. Mais en général, quand on fait des travaux, la plupart du temps, c'est dans une optique. La majorité des gens qui investissent dans l'immobilier, c'est dans une optique patrimoniale. On a rarement, enfin, je ne sais pas, des cas de figure sur lequel on investit, on fait des travaux et on revend tout de suite. Après, il faut faire attention parce que ça va finir par une opération. Voilà, d'accord. Il faut faire attention à ça. Hein, d'accord. Les opérations d'achat, vous faites une opération d'achat-revente, ça passe, d'accord. C'est considéré comme une activité de gestion de patrimoine. Vous commencez à en faire plusieurs, ça devient habituel et là, ça devient commercial. D'accord. À titre exceptionnel, sur le déficit non imputé, au bout de 3 ans, qu'est-ce qui devient? Ah ben, vous regardez, puisque par définition, le déficit il est rattaché à vous. D'accord. Si vous avez d'autres immeubles, là, le déficit, vous pourrez le continuer à l'imputer sur les autres revenus des autres immeubles. J'ai une créance des États. Oui, en quelque sorte. Donc, ce que je voulais évoquer maintenant, c'était le régime de Normandie, puis ça faisait partie des thèmes de la soirée d'aujourd'hui. Vous avez entendu parler du régime Pinel. Donc, le régime Pinel, c'est un mécanisme de réduction d'impôt que l'on a lorsque l'on achète de l'immobilier neuf. Moi, personnellement, je ne suis pas un fanat du régime Pinel parce que le régime Pinel, très souvent, on a des prix au mètre carré qui sont très élevés. Et j'ai tendance à penser que le principal gagnant, ce n'est pas l'investisseur, c'est le promoteur et le commercialisateur. Donc, qui, au passage, récupère une partie de l'avantage fiscal en vendant des appartements à des prix au mètre carré qui sont extrêmement élevés. Donc personnellement, je n'étais pas un fanat de ce système-là. Et donc, suite au problème qu'il y a eu à Marseille, vous savez, les immeubles qui sont écroulés, dans le cadre de la dernière loi de finances, ils ont voté une extrémiste, une disposition qui, elle, par contre, me paraît avoir de l'intérêt. C'est l'extension du régime Pinel. Donc en fait, c'est comme un Pinel, sauf qu'au lieu de s'appliquer à de l'immobilier neuf, ça s'applique à de l'immobilier ancien que l'on a rénové. L'objectif, c'est clair. Quand il y a des avantages fiscaux, c'est que l'État a une politique derrière. Donc, la politique, c'est quoi? C'est la rénovation du patrimoine immobilier qui est en mauvais état. Les passoires, vous savez, on parle souvent de passoires thermiques sur les immeubles. Donc l'objectif, c'est de rénover le patrimoine immobilier. Et donc, on a mis une carotte fiscale qui est de dire, dès lors que vous achetez un immeuble ancien
que vous les destinez à la location et que vous faites un certain volume de travaux, et surtout, au final, que vous respectez un certain nombre de normes techniques, c'est logique, hein, il faut un moyen pour contrôler que vous avez fait effectivement des travaux qui rendent l'immeuble efficient. C'est pour ça que c'est un petit peu technique, hein, le Normandie, il faut être entouré. Et donc, dans ces cas-là, vous avez la possibilité de bénéficier du même régime que les Pinel. Donc la contrainte, il faut que les travaux doivent représenter au moins 25% du coût total de l'opération. Attention, le coût total de l'opération, ça intègre les travaux. Hein. Dites pas, j'achète 100 000, je fais 25 000 de travaux. À la fin, vous ne serez pas à 25%, parce que 25 plus 125, ça ne fait pas 25%. C'est quand même des mathématiques de base. Hein, donc, je vous donne un exemple juste après. Voilà. Donc, les investissements doivent être réalisés comme tous les dispositifs, c'est limité dans le temps. C'est limité à un certain nombre de communes, c'est toutes les communes qui ont fait l'objet des opérations cœur de ville, vous avez dû entendre parler des opérations cœur de ville, puisqu'on est concerné à Périgueux. Donc, dans la région, alors c'est des petites communes, c'est des villes moyennes, en fait, c'est des villes moyennes qui ont été ciblées. Donc, dans la région, c'est notamment Périgueux, Bergerac et Libourne, Agen aussi est concerné, d'accord, mais pas les grandes villes comme Bordeaux. Alors Marseille, par exemple, Marseille, lequel qui a été à l'origine du dispositif, n'est pas concerné par le dispositif, puisqu'en fait, ce qui a été visé, c'est les villes moyennes. Voilà. Donc, notamment les centres-villes. Donc, ce qui est les travaux éligibles, c'est la modernisation, l'assainissement, l'aménagement des surfaces habitables, la réalisation d'économies d'énergie, ça c'est un point important, puisque c'est l'un des critères techniques de réalisation, et la création de surfaces habitables à partir de l'aménagement des surfaces annexes. Donc là, vous pouvez étendre la surface louable, notamment les étangs donnés, sont l'aménagement de combles accessibles, ainsi que la transformation de garages en habitat individuel. L'objectif, c'est de créer du logement, et du logement aux normes et efficace sur le plan énergétique. C'est ça qu'il faut avoir en tête. D'accord ? Et l'avantage donc est réservé au logement qui, après travaux, respecte soit des seuils de consommation d'énergie primaire, soit des critères de performance énergétique. Et c'est là où on rentre un peu dans la technique, et c'est là où il faut se faire entourer par des professionnels, notamment sur le plan technique. Comme pour la loi Pinel, ça c'est un point important, il y a des plafonds à la fois de location et à la fois de seuil de revenus pour le locataire. Donc ces plafonds sont strictement les mêmes que dans la loi Pinel. Donc nous ici, pour les trois villes que j'ai citées, on est en zone B, C2, et donc là, vous avez les niveaux de revenus du locataire qui ne sont pas à dépasser. En fonction du foyer du locataire, les revenus du locataire ne doivent pas dépasser ces seuils-là. Et en ce qui concerne le montant du loyer, c'est 8,82 € du mètre carré, avec une formule de calcul un peu particulière en fonction de la surface. D'accord ? Je n'ai pas voulu rentrer en détail, mais il faut savoir que le loyer est plafonné à la sortie et qu'il faut faire attention au seuil de revenus des locataires. Alors, à quoi ça vous donne droit ? À une réduction d'impôt. Donc, ce qui est plafonné, alors on vous dit, le prix du mètre carré ne doit pas dépasser 5 000 € après travaux. Ça va, ça monte dans l'arbre, ça monte. Voilà. Il y a peu de chances pour que vous y arriviez. Et vous avez droit à un plafond d'investissement de 300 000 € par an, donc qui est le prix et les frais d'acquisition. Et ça vous donne droit à une réduction d'impôt qui est fonction de la durée de l'engagement de location que vous allez prendre. Je vous rappelle, c'est de l'investissement locatif. Vous achetez un bien en mauvais état, vous y faites des travaux et vous le destinez à la location. À partir de ce moment-là, vous prenez un engagement, c'est un document qui est annexé à votre déclaration fiscale, vous prenez un engagement de location pour une certaine durée. Et votre réduction d'impôt est calculée en fonction de cette durée-là. Donc vous avez droit à, si vous prenez un engagement pendant 6 ans, à 12% du montant de la valeur de votre investissement, 18% si vous prenez un engagement de location pendant 9 ans, et vous montez à 21% si vous prenez un engagement sur une durée de 12 ans. D'accord ? Donc, ce qui fait que si on prend le montant maximum de 300 000 € par 21%, vous aboutissez à une réduction d'impôt maximale de 63 000 €. On n'est évidemment jamais à 63 000 € parce qu'on n'est pas forcément au seuil de 300 000 €, bien entendu. D'accord ? Par contre, un point qui est important, elle entre dans le calcul du plafonnement des niches fiscales. Donc ça, c'est aussi une complexité de notre fiscalité française, c'est que si vous avez d'autres revenus qui sont intégrés dans la niche fiscale, peut-être que le de Normandie n'est pas intéressant pour vous, parce que vous avez déjà épuisé la niche fiscale. Donc ça, c'est un point aussi qui est à regarder lorsque on fait un investissement.
Les critères, alors là, bon, je vais passer vite, hein, donc c'est essentiellement des critères de consommation d'énergie. Donc, on vous dit que la consommation d'énergie doit baisser de 30% par rapport à la situation avant travaux. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Vous devez être capable de prouver que ça vient baisser suite à la phase de travaux. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un diagnostic avant, un diagnostic après. D'accord? Pour pouvoir être capable de justifier, ben voilà, la consommation du logement, c'était tant avant les travaux. Une fois que j'ai fait les travaux, voilà ce que ça représente. C'est pour ça que j'ai dit, sur ça, il faut des professionnels de tout ce qui est isolation thermique. D'accord? Et donc, vous devez faire un certain nombre de travaux et qui doivent respecter donc soit des critères de performance énergétique ou technique. D'accord? Donc là aussi, c'est pareil, hein, donc l'isolation de la toiture, l'isolation des murs donnant sur l'extérieur, l'isolation des parois vitrées donnant sur l'extérieur, sur les systèmes de chauffage et sur les systèmes de production de chaude sanitaire. Vous avez bien compris l'objectif, hein, d'accord? Donc c'est l'économie d'énergie, l'économie d'énergie, l'économie d'énergie. D'accord? Et vous devez arriver après à une consommation. Alors, très sincèrement, je ne me suis pas posé la question de ce que ça représentait 331 kWh du mètre carré par an. Je n'ai pas regardé chez moi ce que je consommais. Donc, c'est d'être en E maximum au niveau de la lettre du c'est pas. Le professionnel dit E, donc E, pour moi, c'est pas. Vous voyez les classements de performance énergétique. Juste par rapport à ce critère-là, si je peux pour informer un peu les personnes qui ne connaissent pas, sur un bâtiment neuf aujourd'hui, c'est 50 ou 60 kWh par mètre carré. Donc 330, c'est vraiment. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc il n'y a pas beaucoup de crainte de ne pas y arriver si on fait. Vous êtes certain du chiffre là? Oui, il faut faire. Il me paraît. Alors c'est vrai que moi je ne m'étais pas posé la question. 330, 330, c'est pas moi qui le donne. Oui, moi non plus, hein, c'est pas moi. Hein, c'est moi. Je fais que reprendre les textes. Hein. À mon avis, ça devrait être la moitié. Au vu de ce qu'il vient de dire, oui, tout à fait. Mais comme je n'avais pas en tête, pas du tout en tête, surtout 330, c'est beaucoup. C'est étonnant. C'est étonnant. J'en vérifierai quand même. Normalement, alors, je vais revérifier, d'accord. En fait, c'est paru très récemment, puisque le texte de loi, il a été voté. Vous savez que notre système en France, il y a un texte de loi, ça apparaît au journal officiel, et ensuite, il y a toute une succession de décrets, et puis des avis de l'administration fiscale. Donc là, la documentation est sortie, la documentation sur les performances techniques est sortie il y a 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines, donc il n'y a que depuis 3 semaines qu'on connaît les critères de performance énergétique. Mais je vérifierai quand même les 331 kW. D'accord? Ben, oui, moi je trouve. Après l'innovation, ça devrait être inférieur à 100. Alors, oui, j'ai mis 2 fois quand même. C'est pas une coquille. Hein. Ou alors c'est une double coquille. Après, juste, on parle d'énergie primaire. L'énergie primaire, ce n'est pas la consommation d'énergie réelle. Notamment sur le chauffage électrique, on multiplie la consommation réelle par presque 2,60 pour avoir l'énergie primaire. Donc, on parle de faire des isolations, une maison qui va être bien isolée, très bien isolée, qui sera quand même en chauffage électrique, elle va péniblement avoir 250 kW de dépenses parce qu'il y a des systèmes de palus qui existent dans l'énergie primaire. C'est très bête, mais c'est comme ça. Là, il y a la consommation réelle et l'énergie primaire qui a des malus. Et ça veut des fois un petit peu rien dire. Donc 330, ça peut équivaloir à 120, 150 si on est en chauffage électrique. C'est mieux. Vous confirmez, le spécialiste? Et petite précision aussi, les travaux doivent être faits par un artisan RGE. Oui. C'est logique. Donc, je vous ai rappelé ici qu'il y a un certain nombre de formalistes, donc vous pouvez, voilà, je vous l'ai dit, vous lirez tranquillement avec un formalisme. Comme dans tous ces dispositifs, il faut prendre un certain nombre d'engagements et il faut le justifier. Pour vous donner un exemple de ce que ça donne, on a pris un exemple d'une acquisition d'un bien, 100 000 euros, 10 000 euros grosso modo de frais de notaire. Vous faites 40 000 euros de travaux, donc vous avez une base totale de 150 000 euros. Donc là, vous respectez bien la condition, 40 000 sur 150 000, vous avez bien une part de travaux supérieure à 25% puisque vous êtes à 26,67. Et dans ces cas-là, si vous prenez un engagement de location sur 12 ans, vous aurez une réduction d'impôt qui fait 150 000 par 21% égale 31 500. Donc c'est quand même pas neutre. D'accord? C'est pas neutre.
D'autant plus que ça se cumule avec des zones sur lesquelles, comme le disait Romain tout à l'heure, on a plutôt une rentabilité locative qui n'est pas mauvaise dans les villes moyennes. Vous prenez la rentabilité locative de Paris, de Bordeaux, les taux de rendement sont très inférieurs à ceux qu'on peut être cités tout à l'heure. Donc on est dans un contexte sur lequel on a un logement qu'on a revalorisé, puisque dès lors que vous l'avez mis aux normes, on peut vous dire que la valorisation, ce n'est pas les travaux qui sont faits à perte, c'est que la valeur de vénale de votre bien s'est améliorée, vous avez une réduction d'impôt et vous devez normalement avoir un rendement locatif qui doit être correct. D'accord ? Même si vous avez un plafond de loyer, 82, c'est des plafonds le plafond. Alors, ça pose pas de souci parce qu'il y a des systèmes de variation. S'il y a un garage, s'il y a un balcon, on prend la moitié de la surface ou autre, donc on est toujours très large. Un 100 mètres carrés avec un garage, par exemple, sur une maison avec un garage de 30 mètres carrés, on pourrait arriver quasiment à 1000 € de loyer. Ça correspond tout à fait au loyer du marché. On n'est pas peiné, on ne doit pas faire un loyer social dans certaines villes. On est dans un loyer qui normalement correspond au prix du marché. Et on est même au défaut du marché, même déjà en dessous, dans le bon cas, en dessous de la réduction d'impôt, on est d'accord, ça vient après le net imposable ou avant? C'est après le net imposable. Alors, une réduction d'impôt, c'est même après le calcul de l'impôt, d'accord? Puisque vous avez le net imposable auquel on applique le barème, et de ça se déduisent toutes les réductions d'impôt qu'on peut avoir. D'accord? C'est vraiment à la fin. Donc je paye 9 000 € d'impôt. Vous allez avoir étalé un douzième de 31 500. Ça vient en une déduction de 9 000 €. Ouais. Ça se déduit de l'impôt. Hein. C'est pas, contrairement à tout à l'heure. Réduction, c'est une réduction. Ouais, c'est vraiment une réduction d'impôt. Tout à l'heure, quand on parlait du déficit foncier, c'est une imputation sur le revenu global. Donc ça vient diminuer la base imposable. Là, ça vient bien diminuer l'impôt. D'accord? Vous avez raison de le préciser. J'aurais posé une question sur la présentation d'avant sur les revenus fonciers. Oui. Cette année, c'est une année particulière, Oui. parce qu'on est au prélèvement à la source. Oui. Alors, théoriquement, les revenus fonciers de 2018 sont effacés. Oui, là. Les revenus fonciers normaux, Oui. pas exceptionnels. Voilà. Alors, c'est le cas pour tous les revenus, d'accord? Pour tous les revenus, quels qu'ils soient, les revenus exceptionnels ne sont pas exonérés. Ce n'est pas une année totalement blanche, contrairement à ce qu'on a pu l'entendre. Alors, c'est vrai que ça a compliqué un peu les déclarations de revenus pour ceux qui l'ont fait. Je parlais des revenus fonciers normaux. Pareil. Les revenus fonciers normaux sont exonérés. Par contre, les revenus fonciers exceptionnels, si vous avez eu des indemnités, par exemple, suite à une cession de droit au bail ou des choses comme ça, les revenus fonciers exceptionnels ne vont pas être annulés par le CIMR, le fameux crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. Et on vous a demandé dans votre déclaration de revenus de bien dissocier ce qui était les revenus courants des revenus exceptionnels. D'accord? Ça, c'est bien entendu pour le calcul du CIMR. Ce qui fait qu'en 2018, si on avait des travaux à faire dans le bilan, on n'avait pas intérêt à les faire. Alors, c'est encore plus compliqué, parce que alors, j'ai pas voulu rentrer au début, j'avais prévu un slide sur le nom, et tu l'as dit, voilà. Bon, d'abord, parce que les déclarations de parties sont passées, en fait, il y a un mécanisme de plafonnement qui a été mis en œuvre avec un lissage des travaux sur 2 années, sur 2018 et 2019. D'accord? Voilà. Pour éviter que les gens fassent des arbitrages, dans le cadre du prélèvement à source, il y a tout un certain nombre de dispositions qui ont été mises en place pour éviter les mécanismes d'optimisation. Les mécanismes d'optimisation, c'est quoi? C'est justement différer des encaissements, puisque vous savez que les revenus fonciers ont des fonctions des encaissements. Donc, si vous différez l'encaissement de loyer, par exemple, dans ces cas-là, ou vous différez le paiement des charges, les charges sont déductibles l'année où elles ont été engagées, alors que d'habitude, elles sont déductibles l'année où elles sont payées. Et c'est pour éviter que les petits malins engagent des travaux sur 2018 et les payent sur 2019. D'accord? Voilà. Donc, ce qui veut dire, si on fait 10 000 € de travaux en 2019, par exemple, et qu'on n'a pas fait en 2018, on n'aurait que 5 000 €. Voilà, il va y avoir une moyenne, qui va se... Voilà. Ils ont fait des mécanismes de moyenne pour les rémunérations des mandataires sociaux, notamment, parce que vous avez la possibilité de jouer sur vos revenus. Ils ont fait des systèmes d'écrêtement pour les revenus des travailleurs indépendants. Ils ont fait des dispositifs spécifiques pour les revenus fonciers. Voilà, il y a tout un certain nombre de revenus où il y a des dispositions particulières. Pardon? Pareil. Le PERP, c'est pareil. Oui, il y a eu des dispositions pour le PERP aussi. Voilà. Ouais, tout à fait.
Donc, en fin de compte, on avait intérêt à faire entre 2018 et 2019, de faire à peu près le même montant de travaux. Voilà. En fait, et de revenus pareil aussi. Nous, on a des clients qui étaient gérants majoritaires de sociétés, puisque en 2018, vous aviez la possibilité d'avoir votre revenu neutralisé sur le plus fort des revenus 2017, 2016, 2015. On s'est débrouillé pour qu'il soit au taquet de la clause des rémunérations des 3 dernières années. Ça fait partie des arbitrages qu'on a été amenés à faire. Ensuite, j'ai passé donc à la société civile immobilière, donc, puisque ça répond à une des questions qui est posée. Donc là, très souvent, l'immobilier est géré en direct, mais vous avez la possibilité de passer par le biais d'une SCI. Donc, alors, ce n'est pas forcément toujours intéressant, c'est une question de fait. La SCI peut être intéressante notamment lorsque on veut gérer de manière autonome le patrimoine, ou investir bien entendu à plusieurs, ou j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un outil de transmission du patrimoine qui est assez commode. Voilà. Donc, je vous rappelle quand même que c'est une société dont le patrimoine est bien distinct de celui des associés, mais dont la responsabilité de ceux-ci est illimitée. On n'est pas dans des sociétés par action simplifiée ou des SARL sur lesquelles la responsabilité des associés, la responsabilité des associés est limitée, mais dans la pratique elle est faible, puisque dans la majorité des cas, les SCI ont peu de passifs. Peu de passifs. Elles ont des passifs, mais en face, elles ont un actif. Il y a des risques d'avoir des passifs supérieurs aux actifs qui sont quand même relativement limités, puisqu'en général, la valeur des actifs, c'est-à-dire des biens immobiliers, a plutôt tendance à augmenter, et les dettes ont tendance à diminuer au fur et à mesure des remboursements des emprunts. D'ailleurs, c'est ce qui fait d'ailleurs que la garantie des banques, en général, l'écart entre le capital restant dû et la garantie augmente au fur et à mesure. Donc, le risque de la banque, il s'éteint au fur et à mesure du temps qui passe. Donc, deux régimes fiscaux sont possibles pour la SCI. L'impôt sur le revenu, dans ce cas-là, le calcul du résultat et le schéma d'imposition est strictement le même que les revenus fonciers. Donc, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour le revenu foncier, le régime réel, est transposable aux SCI qui sont à l'impôt sur le revenu. Voilà. Pour ça, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, parce que tout ce que je viens de vous expliquer est valable pour la SCI à l'impôt sur le revenu. Le résultat se calcule strictement de la même manière que pour les revenus fonciers. En ce qui concerne l'impôt sur société, qui est le régime retenu le plus fréquemment aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est un moyen de sortir du régime des revenus fonciers. Je vous ai expliqué qu'il y avait quelques inconvénients avec le régime des revenus fonciers, donc c'est pour ça que la majorité des SCI aujourd'hui ont opté à l'impôt sur les sociétés. L'avantage de la SCI, c'est que les frais d'acquisition des immeubles sont déductibles. Vous avez dit tout à l'heure que les frais de notaire ne l'étaient pas. En IS, c'est possible. Les constructions s'amortissent, mais pas les terrains, donc il faut dissocier les deux. C'est la société qui paye l'impôt, et pas l'actionnaire. Et elle le paye donc à 15% jusqu'à 38 120 € de résultat, après amortissement, donc ce qui fait que le résultat est plus faible qu'en revenu foncier. Et la fiscalité est plus faible, puisque jusqu'à 38 120 € de résultat, vous ne payez que 15%. Et 28% pour la fraction supérieure. Les associés, eux, ne sont fiscalisés que s'il y a des distributions de dividendes. D'accord ? Tant que la SCI ne distribue pas, l'associé n'a pas de fiscalité. D'accord ? Et dès lors qu'elle distribue, c'est la fameuse flat tax à 30%. Voilà. Comme des revenus capitaux immobiliers, si vous avez des actions de société cotée, vous payez 30%. L'inconvénient principal, c'est lors de la revente, l'imposition de la plus-value est plus élevée, puisque en fait, c'est une différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable. Ce qu'on appelle la valeur nette comptable, c'est la valeur du bien, déduction faite des amortissements qu'on a pratiqués. Donc en fait, l'avantage fiscal que l'administration vous a donné par le biais de l'amortissement, elle le reprend dans l'hypothèse où vous vendez le bien. D'accord ? Mais par contre, ce qu'il faut noter, c'est que, contrairement au revenu foncier, vous payez de l'impôt sur un revenu que vous n'avez pas, puisque votre revenu part à la banque pour payer l'emprunt lorsque vous avez financé par emprunt. Lorsque vous payez l'impôt sur la plus-value, c'est dans le cas d'une revente, et là, vous avez le prix de vente pour payer l'impôt. D'accord ? Donc certes, vous touchez moins à la sortie, puisque l'impôt sur la plus-value est plus important. Par contre, vous avez la trésorerie pour le payer. Et puis on constate quand même que les reventes sont rares. Dans les SCI à l'IS que l'on a, on ne fait pas des arbitrages sur l'immobilier régulièrement. D'accord ? Donc les reventes sont quand même assez rares. Et je vous ai signalé qu'on peut revendre des parts SCI, mais c'est quand même assez compliqué. Pourquoi ? Parce que l'acheteur ne bénéficie pas de l'amortissement. Une fois que le bien a été complètement amorti, celui qui rachète les parts sociales de la SCI, le bien est amorti, c'est fini. Il n'y a plus d'amortissement. Donc il faut souligner que la revente de parts de SCI est un petit peu compliquée. Et ça s'amortit sur quel délai? En général, ça s'amortit en fonction de la durée du bien, d'accord, la durée de vie économique du bien. Alors en fait, l'administration fiscale a donné des barèmes,
Donc concrètement, sur l'immobilier d'habitation, on préconise 40 ans, d'accord, pour l'immobilier d'habitation. Ben, en fait, l'amortissement, vous avez un immeuble sur les Champs-Élysées, dans 40 ans, il y a peu de chances pour qu'il ait perdu de la valeur. Et pour des immeubles commerciaux, les valeurs sont plus basses, elles peuvent aller entre 15 à 25 ans. Pour des immeubles commerciaux, des immeubles de bureaux, des immeubles de stockage. C'est un amortissement linéaire. C'est un amortissement linéaire, il n'y a pas d'amortissement de récit pour le construire. Un exemple que je vous ai donné, entre l'IS et l'IR, donc même cas de figure, une SCI qui a un loyer de 40 000 euros, donc en fait ça j'ai pris un exemple d'un de mes clients, je vais vous donner, qu'est-ce que donnerait la fiscalité en matière d'IR et en matière d'IS, d'accord? Donc en matière d'IS, il va déduire, donc ça c'est les frais qu'a engagé la SCI, ils amortissent 32 240, il y a des frais financiers, ils ont un total de charges de 46 000 euros, 48 000 euros de loyer, 2 000 euros de base imposable, ça fait 15%, 300 euros d'IS. D'accord? Cas de figure, ils n'ont pas opté à l'impôt sur les sociétés, donc là, dans ces cas-là, on a les mêmes charges déductibles, sauf qu'on n'a pas d'amortissement. D'accord? Donc, j'ai des charges qui sont que de 13 000 euros, j'ai un résultat avant impôt de 34 241, et ce résultat-là, il est imposé chez les associés, puisque la SCI est transparente. Et dans ce cas-là, j'ai pris l'hypothèse d'un taux marginal d'imposition à 30%, la CSG, CRDS, c'est la même pour tout le monde, 17,2, plus l'impôt sur le revenu au taux marginal d'imposition de 30%, ça fait 7 000 euros d'impôt. D'accord? Donc vous voyez que l'option IS, dans certains cas, là c'est un exemple assez courant, c'est une SCI qu'on a parmi nos clients, voilà l'impact de l'option IS. Comme c'est un immeuble ancien. Ça dépend de Parce que s'il y a 32 240 euros d'amortissement. Oui, c'est un immeuble commercial, qui a été qui est ancien, oui, qui a été acheté d'occasion, c'est pas une construction neuve, mais voilà, ça génère ça, c'est un immeuble commercial. L'option est possible dans le cadre de démarrage à l'IR, de passer à l'IS, mais est-ce qu'il y a vraiment un avantage après? Il n'y a pas Oui, quand il y a au plus niveau de la valeur. quand il n'y a plus les travaux, peut-être. Alors, comment ça, il y a un avantage? Par exemple, j'ai un immeuble, j'ai fait des travaux, donc au bout de certains temps, je vais être en revenu fiscal positif, donc est-ce que dans ce cas, je n'ai pas l'intérêt à passer? Alors, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, sur lequel on a des clients, sur lequel on a démarré en IR, notamment pour avoir l'imputation sur le revenu global des travaux, et ensuite, on a purgé les amortissements, on a purgé les déficits qui sont imputés sur les autres revenus, d'accord? Et ensuite, une fois qu'on avait purgé les déficits, on est passé à l'IS. Et l'IS, je peux démarrer les amortissements avec la base? Alors non. Alors attention. Les amortissements qui sont afférents à la période antérieure à l'option IS sont perdus. D'accord? C'est le mouvement Leclerc qui a fait jurisprudence là-dessus. Et on repart à zéro? Et non, on ne repart pas à zéro, justement. On recalcule le plan d'amortissement, mais les amortissements antérieurs, depuis le début, ceux qui ont été jusqu'à la date d'option IS, ne sont pas déductibles, puisque vous étiez dans un autre régime fiscal. D'accord? Donc, l'ancien régime dans lequel vous étiez, les amortissements étaient déductibles, donc vous amortissez pour la durée restante à courir. Mais cette durée restante, elle est de 15, 20, 40? Depuis la date d'origine, depuis la date d'acquisition. Non, c'est le 15, 20, 40. Ça, c'est fonction de la qualité de l'immeuble. Mais qui c'est qui décide ça? Ah, l'expert comptable. Il y a un délai pour opter, non? Je peux pas opter avant la troisième année? Non, il n'y a pas de. La SCI, Il n'y a pas de cas de déficit à l'IR? La deuxième année, je peux. Alors, non, par contre, là, effectivement, vous êtes obligé de rester où il y a la règle d'imputation qui va s'appliquer, donc pas les 3 premières années si vous avez imputé le déficit. D'accord? On peut le faire en cours d'année, rétroactivement. Oui, c'est pour. Oui, effectivement. En cours d'année, quand on opte à l'IS, en cours d'année, c'est pour l'année civile. D'accord? On ne quitte pas le résultat en même temps. D'accord? La SCI à l'impôt sur les sociétés, donc je voulais juste vous rappeler ça qui me paraît intéressant comme truc et astuce. La SCI peut être utilisée comme un outil efficace de transmission de patrimoine en utilisant le démembrement. Le démembrement, c'est vraiment un excellent outil de transmission de patrimoine. Au début de l'opération, la valeur de la part de la SCI est faible. La donation de la nue-propriété aux héritiers permet de minorer la base des droits de mutation, d'accord, puisque une SCI jeune, elle n'a pas de valeur, puisqu'elle a un immeuble de 100 et une dette de 100, donc elle ne vaut rien. Je vous rappelle que la valeur d'une SCI, c'est la valeur de l'immeuble moins le capital restant de l'emprunt. Quand vous êtes au début, votre SCI ne vaut rien, puisque vous avez autant de dettes que de valeur d'immeuble. Mais plus le temps passe, plus la SCI a de la valeur, d'abord parce qu'avec un peu de chance, l'immeuble va monter, et surtout, vous allez rembourser l'emprunt. D'accord? Donc, au fur et à mesure, en donnant assez tôt des parts sociales de SCI, ça permet de minorer la base des droits de donation. Et par la suite, l'usufruitier peut ne prélever dans la SCI que ce qui est nécessaire pour vivre.
je suis parent, j'ai investi pour ma retraite, je me rends compte que ma retraite n'est pas suffisante, je prélève le résultat de la SI soit en distribution de dividendes, mais je ne suis pas obligé de tout prélever. D'accord? Je peux prélever qu'une partie du résultat de la SI. Et dans ce cas-là, ce que je n'ai pas prélevé, ça reste dans la SI et ça reviendra gratuitement aux enfants. Tout ce que je n'ai pas prélevé, c'est autant que je laisse aux enfants en franchise fiscale. D'accord? Et on a la flat tax à payer sur le dessous. Alors, sur ce qu'on prend en distribution de dividendes, on a les on prend 30%. une flat tax. Tout à fait. Et ça, on est taxé donc les 30% et après aussi de l'impôt sur le revenu. Ah non, les 30%, Non, c'est 30%. 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de CSG. D'accord. Terminé. D'accord? Les comptes courants des SCI ne sont pas du tout fiscalisés. Alors, les comptes courants des SCI, c'est des sommes que vous avez apportées dans la SCI. D'accord? Donc, reprendre une créance que vous avez n'est jamais fiscalisée. Non, mais si on les laisse, l'argent qui est laissé après. Ah non, alors attendez, si les parents, par exemple, si les parents ont apporté des sommes en compte courant, ils ont une créance sur la SCI, dans le cadre de la succession, la créance est imposable. D'accord? Les parts sociales, si vous avez donné la nue-propriété des parts sociales, l'usufruit des parts sociales va revenir gratuitement aux enfants. Par contre, si les parents ont des comptes courants, les comptes courants, c'est une créance qu'ils ont sur la SCI, c'est pas visé par, ils ne sont pas démembrés, les comptes courants. D'accord? Vous pourriez démembrer des comptes courants, sinon on peut le faire. Si au moment où vous faites la donation, en plus les parents ont des comptes courants, on peut aussi démembrer des comptes courants. Vous augmentez la base des droits de donation, mais techniquement, c'est faisable. On peut tout démembrer. Hein. C'est pas vrai? Sauf un être. Un autre point, je ne sais pas comment tu as mis, un autre point dont je voulais vous parler, c'est la location meublée. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure parce que c'est un régime qui se développe beaucoup, moi je trouve. Alors il y a évidemment le phénomène Airbnb qui joue, hein, donc, avec les problèmes que vous a exposé Romain Villiers, sur lequel nous on constate que des clients, par exemple, qui ont opté pour Airbnb, sont en train de faire machine arrière à cause de la lourdeur de la gestion. Donc, la location en meublé touristique, il y a un gros rendement, d'accord, mais il y a aussi beaucoup de soucis. Hein, d'accord. Les soucis, c'est la gestion, il faut faire les entrées, les sorties, les états des lieux, etc. Il faut répondre à toutes les demandes que vous pouvez avoir. Et puis, vous avez des frais d'entretien qui sont plus élevés. Parce que les gens, quand ils viennent en vacances, ils ne font pas forcément attention à ce que vous avez dit. Donc, vous avez des coûts d'entretien qui sont élevés. Donc, les gens finissent par se dire, au bout d'un certain temps, finalement, le rendement, en tenant compte des charges et du temps qu'on y passe, il n'est pas si bien que ça. Par contre, on voit quand même se développer la location en meublé classique, d'accord, c'est-à-dire la location en meublé à l'année, ou sur 9 mois quand il s'agit de location étudiante, de septembre à juin, d'accord. Notamment, les textes ont été un petit peu modifiés sur la location de courte durée. Donc là, pour vous expliquer rapidement le régime de la location en meublé, comme en matière de revenus fonciers, deux régimes d'imposition qui sont symétriques avec les revenus fonciers. Donc le micro-BIC, alors j'attire votre attention, la location en meublé n'est pas une activité civile, c'est une activité commerciale. D'accord? Donc, vous êtes imposable non plus en revenus fonciers, mais vous êtes imposable en BIC, qui sont les bénéfices industriels et commerciaux. D'accord? Et ça a un impact que je tiens à signaler, c'est ça, d'accord, que les gens oublient. D'accord? Dès lors qu'une SCI a une activité commerciale, elle bascule automatiquement à l'impôt sur les sociétés. D'accord? Donc, alors, on a en Gironde, notamment sur le bassin d'inflation, le cas des problématiques des SCI qui ont la maison de famille sur le bassin d'Arcachon. Et les gens se disent, ça coûte cher de gérer la maison familiale, et donc on va la louer l'été. D'accord? Et patatras, la SCI bascule à l'impôt sur les sociétés. Ça, les gens n'ont pas prévu. D'accord? Donc ça, parfois... Un seuil de 15%. Alors, il y a des règles particulières, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des règles particulières. D'accord? Donc, je vous rappelle juste que des textes définitifs d'équipement minimal que doit avoir le logement pour qu'il soit qualifié de location meublée. Donc, il y a une liste de meubles. Une liste de meubles qui remplir un certain nombre de conditions pour avoir la qualification de location meublée. Et donc, sur le plan pratique, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'intéressent à la location meublée, vous avez un abattement forfaitaire qui est non plus de 30% comme sur le micro-foncier, mais qui passe à 50%. D'accord? Donc l'abattement forfaitaire est plus intéressant, et il passe à 71% si c'est un meublé touristique. D'accord? Donc, selon le cas, si vous êtes en Airbnb, je donne encore cette expression, vous avez 71% d'abattement, et si vous êtes en location meublée de longue durée, vous avez un abattement de 50%. Alors,
tout ce que j'ai dit tout à l'heure est valable hein, sur le problème de l'abattement forfaitaire, c'est intéressant, c'est pas intéressant. Le même raisonnement doit être tenu pour le micro-BIC par rapport au régime réel. D'accord? Donc dans le régime réel, vous avez deux sous-catégories dont vous avez peut-être entendu parler. Donc il y en a une, je ne vais pas parler parce qu'elle est quand même assez rare. Donc la plus fréquente, c'est le loueur en meublé non professionnel, le LMNP, par opposition à l'autre qui est le loueur en meublé professionnel. D'accord? Le loueur en meublé professionnel, grosso modo, c'est celui qui tire la majorité de ses revenus professionnels de son activité de loueur. Donc c'est très rarement le cas. Nous, on doit avoir un ou deux loueurs professionnels parmi nos clients. Tous les autres sont LMNP. D'accord? Pour être loueur en meublé professionnel, voilà, c'est ce que je vous ai dit là, il faut que les recettes locatives dépassent 23 000 et surtout que les recettes locatives annuelles dépassent les revenus professionnels du foyer. Les revenus professionnels sont pendant les pensions incluses. C'est comme ça. D'accord? Donc la majorité des loueurs en meublé sont donc non professionnels. Et donc j'ai prévu de parler du fonctionnement des loueurs en meublé. Donc, je vous ai dit, vous êtes au micro, vous avez un abattement de 50 ou 75%. Si vous êtes au réel, ben, l'ensemble des charges sont utiles. C'est le principe du réel. D'accord? Donc, il est possible, en outre, de déduire l'amortissement du résultat. D'accord? Mais là aussi, l'amortissement ne porte que sur les constructions. On ne va pas refaire l'issue qu'on a eu sur la durée d'amortissement, le fait que c'est les mêmes règles. La durée d'amortissement, Oui. elle peut être de combien d'années au maximum? 40 ans maximum. Voilà. C'est 40 En matière de locaux d'habitation, la pas durée. 50 ans? Non, 40. 40. Les instructions d'administration fiscale prévoient une durée pour les constructions d'habitation de 40 ans. Alors, on peut aussi décomposer les biens, mais si on ne décompose pas, on doit appliquer une durée d'amortissement de 40 ans pour les locaux d'habitation. D'accord? Les déficits ne sont imputables que sur les revenus de même nature générés au cours de la même année ou l'année suivante, sauf les déficits provenant de l'amortissement du bien, qui eux sont, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un mécanisme de plafonnement des déficits. Les amortissements ne sont pas tous déductibles, mais ils sont en tout cas reportables sans limitation de durée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'imputation sur le revenu global, contrairement au revenu foncier, et que les déficits que vous avez dans votre activité de location en meublé non professionnel sont imputables sur les revenus des 10 années suivantes. Et en ce qui concerne les plus-values, c'est le même régime, par contre, que les particuliers, le fameux abattement pour durée de détention de 22 et 30 ans dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord? Et une des questions qu'on se pose, c'est comme c'est une activité commerciale, est-ce qu'on est soumis aux cotisations RSI? Donc la réponse est non, sauf s'il s'agit de location touristique et que le chiffre d'affaires est supérieur à 23 000. Donc double condition pour être RSI, plus de 23 000 € de chiffre d'affaires et des locations touristiques, donc le style Airbnb. Une petite comparaison, comme tout à l'heure, entre le régime micro et le régime réel. Donc là, volontairement, j'ai mis des travaux. En fait, c'est les travaux qui font la plupart du temps changer la décision. Donc, un cas de figure, vous avez 12 000 € de revenus. Des frais de gestion des travaux, l'entretien, l'assurance, la taxe foncière, donc ça aussi, c'est un carré qu'on a pris. Des charges déductibles de 10 970 €, ce qui nous fait une base imposable de 1 030, alors qu'en régime micro, vous avez une base imposable de 6 000. D'accord? Par contre, il est évident que s'il n'y a pas les travaux, ça change la donne. D'accord? Chaque cas de figure est à étudier. Concrètement, si vous êtes en dessous du seuil, la question qu'il faut se poser, c'est si j'ai des travaux, vraiment que je sois au réel. Si je n'ai pas de travaux, la plupart du temps, avec un abattement de 50%, le micro-BIC peut avoir de l'intérêt. D'accord? C'est ce qu'il faut avoir en tête comme schéma de raisonnement. D'accord? Ça marche? C'est clair sur la location de maison professionnelle? Une petite conclusion? Yes. Ça a été sur la fiscalité? C'est un peu dur, hein, je suis désolé. Je vous avons remis là. Je m'excuse de la complexité du droit fiscal français, mais je ne peux pas grand-chose. Voilà. Je vous rassure, on va pouvoir avoir un coup la balle en temps. Ouais, ça va pour ma fiscalité. Donc, pour essayer de terminer un petit peu rapidement, tout à l'heure, on se posait la question comment réussir son investissement. Et bon, je parlais de la fiscalité, mais vous m'avez repris. Bien sûr qu'il faut vérifier quand on achète un investissement, est-ce que l'emplacement est bon, est-ce que je vais avoir des demandes locataires, des bons locataires. Il y a des quartiers que vous pourrez bien me voir, je vous déconseillerais d'investir parce qu'on aura des locataires, on n'aura peut-être pas de loyer. Donc c'est très important, l'emplacement reste le règle numéro 1.
acheter quelque chose qui vient de la demande. Donc voilà, faites attention, je vous rappelle tout à l'heure, certaines choses sont difficiles parce qu'il y a beaucoup d'offres, peu de demandes, donc restons sur quelque chose d'attractif, dans un endroit qui va bien, où est-ce qu'il y a de la demande. Si vous venez nous voir là-dessus, normalement on est en mesure de vous répondre pas trop mal. Bien penser à votre fiscalité, vous avez vu, c'est lourd, il y a beaucoup de choses à prévoir, à penser, mais plus on le voit en amont, et ça c'est quelque chose qu'on peut faire avec vous, et plus il y a de chances que votre investissement soit réussi. Et puis bien sûr, je trouve qu'une des règles d'or, c'est d'avoir, et je le dis parce que c'est pas toujours le cas, c'est toujours difficile, c'est d'avoir un loyer cohérent. Des fois, on fait son investissement et j'ai un crédit de temps, il faut un loyer de temps. Oui, mais il faut que le loyer soit bien cohérent quand même avec le marché. Donc renseignez-vous en amont aussi pour être bien dans vos calculs financiers. Je pense que un peu le mot de la fin là-dessus, vous l'avez compris, il n'y a pas de réponse à la question comment vraiment réussir son investissement. Chacun d'entre vous, presque, par rapport à vos revenus, par rapport à vos âges, par rapport à votre situation familiale, a peut-être un intérêt différent et un choix différent à faire. Donc, si vous pouvez retenir que on n'achète pas le bien parce que c'est un coup de cœur, il nous plaît, parce qu'il est vraiment moins cher que les autres, mais parce que ça répond à tous les critères qu'on a vus ce soir, ça sera déjà ça de gagner pour vous. L'investissement immobilier, c'est pas un achat coup de cœur, hein, c'est un achat réfléchi. Autant pour sa résidence principale, on pourrait donner un coup de cœur, autant sur de l'investissement, c'est une réflexion, c'est un raisonnement, c'est de dire où est-ce que j'investis, quelle est la nature du bien dans lequel j'investis en fonction de ce que j'ai déjà, parce que ça peut être aussi un moyen de diversifier. J'ai beaucoup d'habitations, peut-être que je fasse un peu de commercial. Ma situation personnelle, mon taux marginal d'imposition, des objectifs de transmission de patrimoine à terme, c'est tous ces facteurs-là qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à faire le bon investissement. Un mot sur les solutions. Voilà, on termine par vous présenter quand même les services de nos sociétés. Si vous avez des questions, donc juste après, on va aller boire un coup au bar. Le bar est privatisé pour nous ce soir, donc pour boire et manger un coup. Toute l'équipe d'Orpi est présente, ils ont tous un petit bit. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à les solliciter. Ils sont là pour travailler ce soir. Donc, sachez que les services qu'on propose à l'agence, c'est bien sûr la fondation, c'est-à-dire acheter et vendre. Et puis ensuite, on peut vous accompagner complètement dans la partie location-gestion. Pour ceux qui ne veulent pas s'en occuper, ils peuvent nous déléguer. Que ce soit donc, le premier métier de rechercher un locataire, faire la publicité, faire les visites, faire un bail, faire l'état des lieux. C'est déjà très compliqué aujourd'hui d'être conforme à la réglementation. Un bail, pour donner l'idée, aujourd'hui, un bail complet avec les annexes pour être un peu bien conforme à la réglementation, c'est près de 80 pages aujourd'hui, sans les diagnostics. Donc voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on fait, dans lequel on peut vous accompagner. Et puis, une fois que le locataire est en place, on peut gérer, c'est-à-dire appeler les loyers, relancer s'ils ne sont pas là à temps en heure, faire la relation avec la CAF, faire la relation avec les artisans en cas de souci. Voilà, on peut vraiment déléguer la totalité de cette mission. Pour ceux qui peuvent des fois être inquiets, notamment quand il y a des emprunts, sachez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que les garanties de loyer impayés, ça fonctionne pas, on entend tout dessus. Une assurance contre les garanties impayées, ça fonctionne extrêmement bien. C'est juste que c'est une assurance. Je fais attention que vous êtes assureur dans la salle. Avec tous des critères d'exclusion et autres, il faut juste être extrêmement méticuleux lors de la mise en place du locataire, de vérifier qu'il correspond. Chez nous, on fait systématiquement une demande d'agrément. Un locataire rentre, on a un coup de tampon d'assureur, qui veut dire si un jour on a une défaillance, vous êtes assuré. Vous êtes assuré en illimité en termes de durée, jusqu'à l'expulsion, à la récupération des clés, et jusqu'à 90 000 € d'impayé. C'est-à-dire que ça permet vraiment de se sécuriser par rapport au loyer d'ici. Voilà. Et petit point, si jamais vous êtes curieux, un peu de nouveauté, on a des éléments qui marchent bien pour la location notamment. On fait sur toutes nos locations sur notre site des visites virtuelles où les gens peuvent vraiment faire une visite immersive des biens. Et ça nous permet, quand un locataire des fois à la sortie n'est pas trop disponible pour la visite du futur locataire qui va arriver, de prendre le dossier, d'avancer et de vous limiter au maximum la vacance locative. Donc on est très tourné vers les nouvelles technologies, on fait du drone aussi, pour ceux qui veulent acheter ou vendre, on fait des vidéos et des drones
de plus en plus. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions tout à l'heure, et l'ensemble de l'équipe également. Je vous remercie, je passe la parole à mon collègue pour conclure, et on se retrouve au bar. Et en matière de fiscalité personnelle, donc on accompagne évidemment les SCI, on crée les SCI, on gère les SCI, on s'occupe de la fiscalité des SCI, on s'occupe de la gestion comptable et fiscale des LMNP et des RLP. Tout ce qui est immobilier professionnel et notamment les montages financiers et recherche de financement, donc ça c'est des choses qu'on fait. Et on gère évidemment l'IR et l'IFI de nos clients et de nos clients. Voilà. On peut vous dire, et donc Romain et moi, on vous remercie pour votre participation. Et on est à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. Je pense que 5 minutes pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous préférez qu'on aille tout de suite voir un peu? Oui, oui. Merci.